Bonjour à tous, bienvenue donc sur ce webinaire sur le contrat d'engagement jeune. Vous avez pu tester vos connaissances en répondant au quiz là, qui vous a été proposé. Je vous donne quelques petites consignes pour le démarrage. Donc, si vous souhaitez poser des questions aux intervenants, vous pouvez utiliser le chat donc en cliquant sur l'icône discussion dans Zoom. Je vous invite également, dans la fenêtre participant, à vous renommer en indiquant vos prénoms, noms et le nom de votre structure. Voilà, donc pour ce webinaire sur le contrat d'engagement jeune, aujourd'hui sont présents Sandrine Ferré de la DRETS, Benoît Drapeau de l'ARML, à l'Association régionale des missions locales, Isabelle Rabot, également chargée de projet à l'ARML, et puis Benoît Chabot et Morgane Goïc de Pôle emploi. Alors, on va commencer du coup ce webinaire en vous donnant rapidement les réponses au quiz, en sachant que tous ces points-là vont être détaillés pendant le webinaire. Donc, sur les critères d'éligibilité au SEJ, le seul item qui ne correspondait pas à un critère d'éligibilité, c'est le critère lycéen. Tous les autres critères, donc jeunes de 16 à 25 ans, jeunes travailleurs précaires, jeunes travailleurs handicapés de 28 ans, peuvent donner une éligibilité donc au contrat d'engagement jeune. Sur la deuxième question, sur l'accompagnement en SEJ, donc une seule mauvaise réponse, entre guillemets, c'est sur le fait que les jeunes sont totalement autonomes dans leur démarche. Ce n'est pas le cas, effectivement, il y a un point régulier avec la mission locale ou Pôle emploi, et les jeunes peuvent également participer à des actions collectives. Sur la troisième question, sur ce qui est possible de faire pour un jeune dans le cadre d'un SEJ, alors les 4 réponses sont possibles, à la fois effectuer un stage en entreprise, intégrer l'école de la deuxième chance ou une formation prépa-apprentissage, effectuer un service civique, être accompagné pour créer une entreprise. Et puis sur la dernière question sur l'allocation, alors là, c'était la troisième proposition qui était la bonne, sur donc une allocation qui peut être versée sous certaines conditions avec un montant compris entre 200 à 500 euros. Voilà pour ce quiz de démarrage. Et puis donc pour la suite, je donne la parole à Sandrine Ferré de l'Adresse. Alors Sandrine, votre micro n'est pas activé. Ça y est. Bonjour, c'est bon. Alors, j'aurais aimé pouvoir avoir le plein écran sur, les diapos si c'est possible, mais Alors je pense que vous pouvez, Sandrine, le paramétrer pour mettre en plein écran vous. Vous le voyez bien à l'écran, le diaporama? non. Je l'ai qu'en petit format, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, on a les versions. Je remercie, tout d'abord les participants, hein, pour, la mobilisation qui a été la leur pour répondre à cette, invitation. Je voulais, pour, l'adresse, dans le cadre de l'introduction de ce webinaire, peut-être, démarrer en vous présentant, les principaux enjeux de ce dispositif avant d'aller, avec, nos partenaires, dans le détail de la présentation du contrat d'engagement jeune. Donc peut-être tout d'abord rappeler que ce dispositif s'inscrit dans le prolongement du plan, Un jeune, une solution. C'est un dispositif, comme, le montrent, hein, les réponses que vous avez pu faire dans le quiz et que vous avez déjà, pu, appréhender, qui, est véritablement un dispositif d'accompagnement renforcé et qui, je dirais, constitue, un droit ouvert pour un accès à l'emploi durable, heu, en lieu et place du dispositif de garantie jeune qui lui préexistait. Alors, ce dispositif, vise, et se caractérise vraiment par, une intensification des parcours qui sont proposés, aux jeunes. C'est aussi parmi les enjeux un accompagnement à la montée en compétences des jeunes, l'opportunité, de pouvoir les positionner sur, des secteurs et métiers en tension au regard du contexte, économique actuel. C'est aussi apporter, une sécurisation des parcours par, l'allocation qui est versée et un accompagnement dans la mise en emploi. Il y a également, parmi les enjeux, le fait de pouvoir capter,
des jeunes qui spontanément, ne seraient pas en demande de contractualisation pour, minimiser en fait le non-accès aux droits. Et donc, ce qui m'amène aussi à présenter les objectifs de ce webinaire, par l'invitation qui, vous a été faite, d'informer et de pouvoir orienter, hein, et c'est l'objectif en vous présentant plus en détail, les jeunes vers, les opérateurs, du dispositif. Du côté des objectifs, quelques petites précisions également, quant au fait que, ce programme est ambitieux, hein, puisqu'il y a un objectif cible, national, qui est fixé, par l'État à hauteur de 300 000 SEJ sur l'année, 2022. À l'échelon régional, on a une cible, qui approche, les 13 000 SEJ, sur l'ensemble, de l'année. Et donc il se met en œuvre, depuis le 1er avril, et c'est vrai que les résultats déjà à date, hein, à fin avril, sont particulièrement encourageants puisqu'il y a eu plus de 3 500 contrats, d'engagés. Heu, Préciser et également que, vis-à-vis des jeunes, hem, la logique de contrepartie et de contractualisation pardon, fait que les jeunes s'engagent, dans un parcours. Et je tiens à le souligner aussi peut-être, c'est important avant de lancer le démarrage, que, la forte collaboration et l'investissement des réseaux, Pôle emploi et Missions locales, qui sont, les 2 principaux opérateurs de ce dispositif, qui se voient, travailler sur la base d'un référentiel, commun d'accompagnement. Ça se traduit déjà dans les chiffres, aujourd'hui du déploiement, mais aussi, sur toute, l'articulation de l'offre de services et la complémentarité recherchée pour, répondre au mieux aux besoins des jeunes. Voilà pour les éléments, introductifs. Peut-être une petite précaution, à l'égard des professionnels, des réseaux, État, Pôle emploi et missions locales qui, participeraient, au webinaire. Nous leur demanderons peut-être de privilégier, je dirais pour toutes les questions, plus techniques sur la mise en œuvre de ce dispositif qui, comme, vous le savez, a démarré le 1er mars, donc il y a encore des choses, qui demandent à être, calées. Donc sur les questions techniques qui se réfèrent et qui privilégient plutôt l'échange avec leur, ligne, hiérarchique, managériale, hein, voilà, sur les questions qui peuvent, encore se poser. Donc, on démarre, donc, effectivement sur, cette première diapositive, peut-être, des éléments, principaux qui permettent de caractériser, le SEJ. Tout d'abord le fait que l'on parte d'un diagnostic, préalable et donc, effectivement la signature d'un contrat d'engagement qui, ni plus ni moins est en fait un plan d'action qui est individualisé. Donc le principe est de mettre en activité de façon systématique et régulière, le jeune de 15 à 20 heures par semaine, suivant un format varié d'actions qui peuvent être des actions individuelles, collectives, bon tout ça va vous être, détaillé, hein, dans les diapos suivantes, et qui peut prévoir aussi la mobilisation possible de solutions, qui vous seront aussi, présentées, des solutions dites, structurantes. Donc un accompagnement personnalisé, je le disais, avec un conseiller dédié, référent unique, hein, qui suit le jeune tout au long de son parcours et jusqu'à son accès à l'emploi durable. Il y a, donc une allocation qui est, versée et qui peut aller jusqu'à 500 € par mois en fonction des ressources du jeune et à condition qu'il, respecte, ses engagements. Voilà, peut-être, sur la diapo suivante, je passe la parole à l'ARML. Oui, bonjour. Donc Isabelle Rabot, je suis chargée de projet à la RML et en charge de l'accompagnement, de la mise en œuvre du dispositif SEJ sur la région Pays de la Loire. Donc pour compléter, juste avant de présenter cette slide, pour compléter ce que disait Sandrine Ferré, effectivement, j'ai vu qu'il y avait quelques missions locales de présentes
pour les questions techniques, voilà, vous pouvez évidemment voir auprès au sein de votre mission locale, mais aussi se référer à nous, hein, comme on a déjà pu vous l'indiquer, notamment par le biais de la foire aux questions qu'on a mis en place au niveau de l'Association régionale des missions locales. Donc, concernant le public, hein, donc effectivement, bon, vous étiez une majorité à bien identifier qu'on est sur un public 16-25 ans révolu, hein, et on peut effectivement intégrer le SEJ jusqu'à 29 ans quand on est une personne avec une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Les jeunes, leur situation, ce sont effectivement des jeunes qui vont présenter un risque élevé d'exclusion professionnelle ou des difficultés d'accès à l'emploi durable, soit qui n'arrivent pas à trouver d'emploi ou qui sont en situation d'emploi à temps partiel, hein, qu'on peut qualifier de travailleurs précaires. Autre condition, il ne faut pas être étudiant ni en formation qualifiante ou certifiante, y compris en ligne ou par correspondance. Alors après, il y a des cas particuliers, et dans ces cas-là, effectivement, pour les partenaires, je vous invite à aller soit vers votre opérateur, que ce soit le Pôle emploi ou la mission locale, et qui après relaiera vers son réseau et vers l'adresse quand on est sur des situations très particulières. Le cas des étrangers, le jeune doit être en situation régulière, quel que soit son statut. L'autorisation de travail n'est pas un préalable obligatoire, donc ça c'est important. Et concernant le cas des étrangers, ce sont les jeunes étrangers ressortants de l'Union européenne, ressortant aussi de l'espace économique européen et de la Confédération suisse, ressortissant d'un pays tiers, réfugiés ou en protection subsidiaire, demandeurs d'asile dans l'attente d'une décision de l'OFPRA, ukrainiens, jeunes mineurs étrangers et mineurs non accompagnés confiés à l'ASE. Alors je sais que souvent c'est un type de public pour lequel il peut y avoir des situations très particulières, hein, et dans ces cas-là, voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à interpeller les partenaires Pôle emploi et mission locale de votre territoire. Voilà, donc je vais laisser la parole à Sandrine Ferré de la DRETS. À nouveau. Merci. Alors, concernant, je vous le disais, 2 opérateurs principaux, Pôle emploi et mission locale. Comment se passe l'orientation des jeunes, qui contacter? Déjà, il y a un principe, hein, qui est que le jeune peut en fait se faire accompagner par l'opérateur de son choix, suivant les critères qui lui semblent prioritaires. Donc, ce qu'on vous met ici, c'est effectivement, pour exemple, une logique peut-être de proximité géographique, par exemple, pour le jeune, vers l'un ou l'autre opérateur. Cependant, quelques priorisations, en direction définies par le service public, de l'emploi, en l'occurrence avec l'État, sont, des priorisations d'orientation qui ont été fixées, notamment dans une logique de continuité d'accompagnement pour des jeunes qui, avant de contractualiser un contrat engagement jeune, sont déjà suivis par l'un ou l'autre des opérateurs, hein. Là aussi, un exemple, un jeune qui serait en PACEA au sein d'une mission locale, donc dans le cadre d'un parcours d'accompagnement, mais qui est moins intensif que sera le contrat d'engagement jeune, eh bien, même s'il est inscrit à Pôle emploi, il, prioritairement, dans la logique de continuité de l'accompagnement, il sera, donc, avec, l'opérateur, mission locale, signataire de son contrat d'engagement jeune. Heu, les missions locales, sont également, l'opérateur privilégié pour les jeunes mineurs, puisque, il, leur est confié, la compétence, de l'application de la bonne application de l'obligation de formation des jeunes de 16 à 18 ans, et également pour les jeunes qui rencontrent des freins périphériques d'accès à l'emploi. Donc, vous avez sur cette diapo le diaporama vous sera, transmis, hein, des exemples de freins périphériques à l'emploi.
Et de toute façon, ce qui nous paraissait peut-être intéressant aussi et important, c'est, de préciser le fait que c'est bien la coordination entre les 2 acteurs, Pôle emploi et mission locale, du territoire concerné, évidemment de proximité avec le jeune, qui, peut permettre à un moment d'accompagner, le choix d'orientation dès que celui-ci, peut se poser. Hein, soit, en analysant les besoins du jeune, en regardant justement quelle est, l'offre de service, la plus adéquate, la mieux adaptée, heu, au projet ou à la situation du jeune et peut-être aussi interroger, pourquoi pas la situation, géographique. Pour la diapo suivante, j'invite, Pôle emploi, Benoît Chabot, je crois. Oui, bonjour, Benoît Chabot, directeur des opérations à Pôle emploi Pays de la Loire et chef de projet CEJ. Donc, juste vous poser avec ce slide le cadre. Alors, vous allez retrouver des choses qu'on a déjà dit. Le cadre du CEJ. Alors, comme le disait Sandrine, la durée du CEJ est adaptée aux besoins du jeune et ça part d'un diagnostic qui est à mettre en place et donc des actions à construire sur la durée pour rapprocher le jeune de l'emploi. Alors, donc, le jeune peut s'engager, puisque c'est bien un contrat d'engagement sur 6 mois, voire 12 mois, voire à titre exceptionnel sur 18 mois. Et les missions locales et les agences pour l'emploi ont donc engagé en totale coopération cet accompagnement très intensif. Alors, contrairement à ce que disait Sandrine, c'est depuis le 1er mars. Et je crois que c'est une petite erreur. Par contre, je suis d'accord avec elle sur le nombre de jeunes qui sont déjà accompagnés. On est déjà à plus de 3500 jeunes sur les territoires de la région de Pays de la Loire qu'on accompagne, mission locale et Pôle emploi. Donc, chacun des jeunes dispose d'un référent unique. Alors, ce référent unique, c'est un conseiller mission locale ou Pôle emploi qui est en charge de mobiliser ces fameuses 15-20 heures d'actions, alors qui peuvent être des actions individuelles, collectives ou des actions en autonomie du jeune en complément de ces actions menées avec le conseiller. Il peut mobiliser des prestations, il peut intégrer des solutions structurantes. On va y revenir plus tard. C'est une notion qu'il faudra qu'on précise, notamment auprès de vous, les partenaires. Et puis, le conseiller et le jeune font des points à la fois hebdomadaires et des bilans mensuels. Le but étant, comme l'avait présenté Sandrine, c'est qu'on est vraiment dans un accompagnement intensif, structuré et voilà, accompagné tout au long du parcours. L'objet, bien sûr, c'est accompagner le jeune vers l'emploi. Donc, ayant posé ce cadre, je vais laisser Morgane de Pôle emploi Pays de la Loire prendre la suite et pour vous dire un peu plus sur le processus qui est mis en œuvre. Bonjour à tous, Morgane Goïc, chargée de relations partenariales. Donc, le CEJ, le contrat engagement jeune, c'est 5 étapes. On est déjà un petit peu évoqué, mais je vais y insister un petit peu. Donc, d'abord, il y a le diagnostic. Il est réalisé par Pôle emploi ou par les missions locales. L'objectif de ce diagnostic, c'est avec le jeune d'évaluer sa motivation, ses compétences, sa situation globale, sa capacité, surtout, c'est important, à suivre l'intensité attendue du contrat engagement jeune. On l'a dit, c'est 15 à 20 heures quand même d'intensité. La deuxième étape, c'est un plan d'action. Alors, ce plan d'action, il est construit avec le jeune, important. Ce plan d'action va préciser la durée de l'accompagnement et les modalités de l'accompagnement. Et là, le point important aussi, c'est qu'on précise dès cette deuxième étape, l'allocation auquel le jeune va pouvoir bénéficier. La troisième étape, c'est la signature d'un CERFA, c'est-à-dire un document papier ou numérique, selon, que le jeune va pouvoir signer, où il s'engage à entrer dans le contrat engagement jeune. La quatrième étape, c'est l'accompagnement intensif. Donc, le jeune va s'engager pour atteindre son objectif d'emploi, à dédier 15 à 20 heures par semaine d'activité à sa recherche d'emploi. Concrètement, il va y avoir des temps de face à face avec son conseiller référent unique, donc mission locale ou Pôle emploi. Il va participer à des temps collectifs de regroupement. Et puis, il va avoir un certain nombre d'actions sur lesquelles nous allons revenir après. Ce sont des actions qu'on appelle des actions structurantes ou des actions réalisées à l'extérieur avec des partenaires. Enfin, la cinquième étape, et elle est importante aussi, c'est le suivi dans l'emploi. C'est-à-dire qu'une fois que le jeune a commencé un contrat ou qu'il l'a signé et qu'il commence un contrat en alternance ou qu'il est entré en formation initiale, eh bien, il va pouvoir continuer d'avoir son accompagnement avec son référent CEJ. Voilà, je vais donner la parole maintenant à
la RML, donc à Isabelle. Merci Morgane. Donc, en complément de la présentation de Morgane, on voulait vous illustrer un petit peu un parcours au travers de l'offre de services qui peut être utilisée pour mieux accompagner le jeune. Donc, comme on vous le disait, on part d'un diagnostic à 360 degrés, vraiment qui va prendre en compte tous les éléments concernant de la vie du jeune et concernant la situation du jeune, et avec un objectif d'aller vers un emploi durable. Entre les deux, l'accompagnement, qu'il soit au travers d'ateliers collectifs, au travers de rendez-vous individuels, au travers des démarches personnelles que peut faire le jeune, des stages en entreprise, voire des solutions structurantes que je vous détaillerai juste après, eh bien, on va pouvoir travailler différents thèmes, que sont le savoir-être, donc c'est apprendre à se connaître, mieux communiquer, développer sa confiance en soi, mais c'est aussi autour de l'accès aux droits, sur comment réaliser des démarches administratives, s'inscrire au Pôle emploi par exemple, ou créer un compte Amélie concernant ses droits à la sécurité sociale, être informé du bilan de santé, connaître ses droits de façon plus générale. Il y a également tout cet accompagnement autour de l'orientation et du projet qui va se faire par à la fois un diagnostic du projet professionnel, mais aussi des étapes de découverte des métiers, dont notamment des métiers qui recrutent, qui sont en tension. Il peut y avoir, alors tout comme l'orientation du projet, tout comme l'accès aux droits et tout comme le savoir-être, bien évidemment, c'est quelque chose qui va être adapté à chaque jeune, mais il peut y avoir une étape de formation, que ce soit de la remise à niveau, maîtriser un premier niveau de compétences numériques, savoir maîtriser les applis nécessaires à ces démarches, notamment l'appli Passe Emploi, qui est donc utilisée dans le cadre de l'accompagnement SAIG. La vie sociale, qui, elle, va porter sur comment réaliser ces démarches administratives, être autonome dans sa mobilité aussi, ça peut passer par l'obtention d'un permis de conduire, mais aussi savoir respecter un règlement. Et donc un jeune, quand il intègre le dispositif SAIG, comme pouvait le préciser Sandrine Ferré au début, a des droits, mais aussi à des devoirs. Et donc la question du respect du règlement, du respect du contrat, ce sont des choses qui sont travaillées tout au long de l'accompagnement SAIG. Et enfin, pour on va dire le but final qui est l'emploi, ça va être effectivement pour un jeune de pouvoir apprendre à se présenter face à un employeur, parler face à un public de sa situation professionnelle, connaître l'environnement de l'emploi aussi et aller à sa rencontre via des visites d'entreprise par exemple, savoir répondre à une offre d'emploi ou adopter une posture professionnelle, notamment être en capacité de pouvoir se lever le matin, de lire des consignes, de les respecter. Voilà. Concernant les solutions, structurantes, donc effectivement, il y a un certain nombre d'actions structurantes. C'est une liste exhaustive qui a été bien fixée par l'arrêté du 9 mars 2022. Donc, on va retrouver tout ce qui est formation et dispositifs préparatoires à l'entrée en formation, donc notamment les formations préqualifiantes, qualifiantes, certifiantes et diplômantes, les formations à la création, à la reprise d'entreprise, les prépas apprentissages, les prépas compétences, l'école de production par dérogation, tout ce qui est mission d'utilité sociale, comme le service civique, mais sous toutes ses formes, volontariat associatif, les VIE, VIA, VSI, sapeurs-pompiers, le SNU, que sur la phase 3, qui est la période d'engagement. L'accompagnement intensif spécifique externe, donc là, on va y retrouver tout ce qui est école de la deuxième chance, les EPID, le service militaire adapté, le service militaire volontaire, la promo 16-18 AFPA, les projets PIC, 100% inclusion et réfugiés, les établissements et services de préorientation, et de réadaptation professionnelle, excusez-moi, les structures spécialisées aussi dans l'accompagnement des personnes handicapées, les périodes de mobilité européenne,
Sésame. Et enfin, les périodes d'emploi aidé font aussi partie des actions structurantes. Donc, on va y retrouver le contrat aidé, CUI, PEC, CIE, les CDD conclus en structure IAE. Donc, il y a eu une question dans le chat qui parlait notamment de est-ce qu'un jeune SEJ peut bénéficier, peut intégrer un chantier d'insertion. Enfin, je ne sais plus comment Alors, c'était c'était une exactement. association intermédiaire, ouais, Isabelle, effectivement, Madame Carnour demandait, Travail. peuvent-ils travailler en association intermédiaire, structure d'insertion? Alors oui, il peut travailler. Hein. Après, en fonction du type de contrat qu'il aura en association intermédiaire, s'il est sur un contrat aidé ou si il est sur un contrat d'usage, ça impactera différemment le versement de son allocation SEJ. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeune en SEJ peut intégrer ses actions. Hein, et donc, le fait d'intégrer ces actions va bien évidemment modifier l'intensité de l'accompagnement avec son conseiller référent au sein de la mission locale ou au sein du Pôle emploi. Et donc, ces modalités d'accompagnement seront adaptées, discutées, partagées avec le partenaire de ces différentes solutions structurantes. Voilà pour moi. Je vais laisser la parole à Je reprends la parole. Morgane. Très bien. Donc, en plus des actions structurantes, dans le cadre des 15-20 heures que le jeune va faire sur sa semaine de SEJ, de contrat engagement jeune, eh bien, il y a tout plein d'actions qu'il est susceptible de pouvoir faire en mobilisant les partenaires. Donc là, nous en avons fait une liste, mais elle n'est pas exhaustive, cette-ci. Elle est susceptible d'évoluer en fonction des besoins du jeune, en fonction des opportunités offertes par les partenaires. Donc, à titre d'exemple, on a parlé de visites d'entreprise, évidemment de portes ouvertes, par exemple les portes ouvertes que certaines structures de l'insertion par l'activité économique organisent. C'est aussi la visite des plateaux techniques, des organismes de formation. Ça peut évidemment être tout ce qui est parrainage vers l'emploi, des actions d'entraide individuelle pour accompagner bénévolement des personnes dans leur recherche d'emploi. Des petits contrats courts. À partir du moment, ces contrats courts où le jeune peut continuer de consacrer 15 à 20 heures par semaine à sa recherche d'emploi pour atteindre l'objectif qu'il a cité au début de sa signature du contrat d'engagement jeune, il n'y a pas de souci, il peut continuer de bénéficier de l'accompagnement SEJ. Ce qui se peut faire aussi comme action, c'est de participer à des événements. Alors, dans les événements, il y a évidemment les forums de l'emploi, les job dating, les salons, tous les événements qu'il peut y avoir au niveau régional ou national. Ensuite, des formations, alors on en a déjà un petit peu cité, mais là, on en cite des plus petits, des plus courtes, par exemple SST, les BAFA, des formations HACCP, certains CACES, si c'est en lien avec son projet, évidemment. Autre action, évidemment, toutes les offres qui tournent autour de l'illettrisme ou de la maîtrise de la langue française. On cite aussi des clics pour l'action de l'AFPA. Il y a toutes les actions de préparation à la création d'entreprises qui sont organisées par les chambres consulaires ou par nos partenaires. Il peut aussi bénéficier de séjours européens courts, car comme vous le savez, que ce soit les missions locales ou Pôle emploi, on gère des bourses Erasmus. Et donc, le jeune pourra bénéficier, dans le cadre de son SEJ, s'il le souhaite, de bourses Erasmus. Et puis, donc, on a déjà cité aussi le service national universel. Voilà. Alors, comment financez-vous, je reprends la question qui tombe en ce moment, financez-vous à l'exemple un SST? En fait, les financements sont les mêmes, la réglementation n'a pas changé, donc c'est les mêmes qui existent au jour d'aujourd'hui pour les jeunes qui sont inscrits à Pôle emploi ou qui sont suivis à l'heure actuelle par la mission locale. On finance déjà des SST, donc il n'y a pas de souci, on connaît, que ce soit les missions locales ou Pôle emploi, les dispositifs pour que les jeunes puissent bénéficier des financements. Je vais laisser la parole de nouveau à l'adresse. Merci.
l'ambition du dispositif, l'accès à l'emploi bien sûr, mais aussi, eh bien l'accès à l'emploi, durable puisque, comme, on vous le précisait aussi, au démarrage, c'est, quelque chose, de nouveau puisque ce dispositif, notamment peut être ouvert à des jeunes qui, travaillent déjà et pour lesquels on va considérer qu'ils, sont des travailleurs précaires, au sens où la quantité de travail, le que ce soit dans la durée mensuelle, la durée du contrat ou, durée hebdomadaire, sont, des éléments qui, démontrent qu'on n'est pas sur un projet, de pérenne, et qui correspond à un emploi, durable. Donc ça, c'est à l'appréciation du conseiller et en lien avec le jeune, évidemment. Il va s'agir, de pouvoir travailler à, l'accompagnement dans l'objectif, d'un accès à l'emploi durable. Alors, on vous a précisé ici sur cette diapo, la façon dont sont appréciées les sorties pour emploi durable. En l'occurrence, le CDI, le CDD de plus de 6 mois. Alors là, c'est en dehors des contrats aidés et des contrats, relevant de l'insertion par l'activité économique. Ce sont aussi, les sorties en alternance, contrat pro ou, contrat d'apprentissage. Cela peut être aussi en particulier sur, des, recrutements directs, hein, dans les collectivités, au titre d'une titularisation, donc dans la fonction publique. Et également, les sorties pour, création, d'entreprises notamment et l'accès à des emplois de travailleurs, indépendants. Cela n'empêche pas qu'il y a d'autres, sorties, hein, qu'il y ait d'autres sorties, légitimes, on va dire, de droit commun, notamment, parmi celles-ci, le fait, qu'un jeune puisse, réintégrer une formation initiale. Le fait qu'il atteigne la limite d'âge, hein, puisqu'on vous a reprécisé les critères liés à l'âge, au démarrage, et qu'il puisse aussi, être envisagée une rupture d'un CEJ, d'un commun accord entre un jeune et un conseiller. On le voit ici, hein, dans la logique et l'ambition du dispositif, d'accès à l'emploi durable, la place qu'il est attendu et tout le partenariat, à encourager, à accompagner, dans la relation au monde économique, aux entreprises, hein, comme on vous le précisait tout à l'heure, dans des actions, découvertes, de métiers, important aussi l'accueil, des jeunes en immersion professionnelle, qui sont souvent des préalables à, des engagements, soit sur des contrats courts, mais qui peuvent aussi, constituer des prémices pour, ensuite, atteindre ces objectifs de développement durable. Le parrainage également, hein, pourquoi pas, le parrainage vers aidant l'emploi et voilà, les contrats aidés, le CDD, en contrat court, mais aussi, pourquoi pas, l'intérim. Donc voilà, par rapport à la sortie ultime, visée et l'ambition du dispositif. Pour, la diapo suivante, je repasse la main à l'ARML. Merci Sandrine. Je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Morgane concernant ces fameuses actions qui peuvent mobiliser les partenaires. Bien évidemment, ces actions rentrent dans le cadre des démarches en autonomie que font jeunes et donc sont bien comptabilisées font partie des 15, vont être comptabilisées dans les 15-20 heures d'activité qui lui sont demandées, quoi. Hein, ça, c'est important, effectivement. Donc, concernant l'allocation CEJ, donc le montant mensuel de l'allocation est bien fonction de l'âge, de la situation du foyer fiscal du jeune, qu'il soit rattaché à ses parents ou qu'il soit lui-même autonome fiscalement, et des ressources du mois M-1. Donc, concernant les mineurs, qu'ils soient rattachés à un foyer fiscal imposable à la première tranche de l'impôt ou non imposable, c'est 200 € d'allocation. Concernant les majeurs, donc à partir de 18 ans, il va y avoir une minoration qui sera faite à 300 € pour des jeunes qui constituent ou qui sont rattachés à un foyer fiscal imposable à la première tranche de l'impôt sur le revenu. Au-delà, le jeune peut être accompagné dans le cadre du CEJ, mais il ne pourra pas bénéficier de l'allocation. Voilà. Mais il peut tout à fait intégrer, soit imposable, enfin, s'il est imposable au-delà de la première tranche.
Cette allocation, elle est versée donc au nom de l'État par le Pôle emploi pour les jeunes suivis par le Pôle emploi et donc par l'ASP pour les jeunes suivis dans les missions locales. Voilà. Oui, je vais en rester là parce qu'après, on va rentrer dans du détail. Je laisse la parole au... Eh bien, c'est l'adresse. De nouveau, c'est Sandrine. Oui. Peut-être des éléments pour vous donner le cadre de la gouvernance du dispositif pour ce qui est tant du déploiement, du pilotage, de la coordination et des éventuelles régulations. Donc, au niveau national, régional, départemental et éventuellement infradépartemental, il y a un pilotage par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, à savoir sur ces différents échelons, les services généraux, régionaux et départementaux. Soit au travers d'instances existantes, hein, pour ceux qui les identifient, le service public de l'emploi régional ou le service public de l'emploi départemental, ou bien des instances nouvelles qui potentiellement, en logique d'opportunité, peuvent être créées. Je citerai pour l'échelon régional auquel j'appartiens, par exemple, le fait qu'on ait mis en place un comité de pilotage avec Pôle emploi et le réseau Pôle emploi et le réseau des missions locales, RML, pour accompagner en fait le lancement du dispositif. Donc, effectivement, les 2 principaux opérateurs. Il peut aussi et ça n'est pas obligatoirement lancé, hein, à 2 mois du dispositif, mais être mis en place un partenariat avec ou aller un petit peu plus loin, hein, sur la question, par exemple, des articulations entre le travail réalisé par les opérateurs dans le cadre de l'accompagnement et l'intervention des porteurs de solutions structurantes. Et puis également d'autres partenaires qui sont intéressés de près ou de loin, hein, sur le dispositif SAIG, donc le rectorat et l'agence régionale de santé, pour citer des exemples parmi les autres services déconcentrés de l'État, mais aussi les collectivités locales, car effectivement, dans le lien avec le monde économique, avec les entreprises du territoire, heu, elles apportent effectivement et de par leurs compétences, hein, qu'elles ont pu prendre sur le champ de l'insertion professionnelle notamment, elles accompagnent effectivement toute la dynamique du service public à l'échelon le plus fin des territoires en départemental. Alors, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Je Oui, propose peut-être que, de vous les relayer, puis vous allez voir oui. qui y répond. Il y a une question sur, alors si l'objectif du SAIG n'est pas atteint à l'issue du parcours, le jeune a-t-il la possibilité d'en refaire un? Y a-t-il un délai de carence? Est-ce que ça, c'est prévu aujourd'hui dans le cadre du SAIG? Alors, comme c'était précisé, en fait, on n'a pas de durée, moyenne sur, la première période et dans la limite des 12 mois. C'est-à-dire qu'on pourrait même avoir des contrats d'engagement jeunes de 3 mois, 2 mois. Ça dépend vraiment de l'analyse du besoin et du diagnostic qui est posé. Ensuite, les reconductions sont possibles. Mais au-delà de la première période d'un an, elles doivent être, elles sont plus exceptionnelles en fait et doivent être évidemment justifiées, hein, de la bonne, réalisation, du bon suivi, de la mise en œuvre du plan d'action et justifiées et peuvent aller jusqu'à 18 mois qui est la limite, maxi de durée du SAIG. Et il y avait une autre question? Ouais, il y avait la question d'un délai de carence, s'il y avait la possibilité de souscrire, de signer un nouveau SAIG, mais peut-être que ça n'a pas été, aujourd'hui envisagé. Si, si, il y a un délai de carence, de mémoire qui est de 6 mois. Heu, alors c'est vrai qu'au démarrage, lancement de dispositif, on n'est pas encore, confronté, je dirais, à ces questions dans la mise en pratique, mais à vérifier, hein, Mmh. effectivement, il y a bien un délai de carence de prévu. Alors, il y a eu aussi des questions sur la location, sur le cumul avec des revenus liés à un emploi ou une formation rémunérée. Et puis,
s'il s'inscrit dans le dispositif, effectivement. Est-ce que les droits sont gelés le temps de la mission, s'il y a une mission d'intérim, par exemple? Et puis, il y a aussi une remarque sur le fait qu'il y a la concurrence entre les dispositifs. Nous avons déjà des jeunes qui se retirent de dispositifs de formation en comparant les indemnisations. Qu'en faire? Donc, je ne sais pas si vous avez essayé de répondre sur cette question-là. Alors, peut-être sur les allocations, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué de rentrer sur les différentes situations. Mais alors, effectivement, déjà, au préalable, vous précisez que on a des montants qui peuvent être intégralement déductibles, d'autres qui vont l'être partiellement, et il y a aussi des situations de non-cumul. On va peut-être être ici sur quelque chose d'un petit peu plus technique, hein, si on rentre dans ces détails ou par l'approche, sur des questions spécifiques. Ce qu'on vous propose, c'est que dans le diaporama, on intégrera une diapositive, spécifique, là-dessus, sur la réponse qui peut être faite. 2e, partie de question peut-être, me la rappeler? Oui, alors c'était effectivement sur, le fait, enfin, c'était plus une remarque qu'une question, hein, sur le fait que des Ah oui. jeunes se retirent de dispositifs de formation en comparant les indemnisations. Qu'en faire? Alors, bon, déjà, il y a un travail, avec les évolutions récentes qu'il y a pu avoir, hein, sur, la rémunération des stagiaires. L'idée est d'harmoniser et de, faire en sorte que, voilà, on ait une logique quand même d'harmonisation, notamment je pense aux mineurs et cetera. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est que logiquement, le SEJ se met en place et il est bien précisé dans les conditions d'éligibilité que le jeune ne doit pas être en formation. Donc effectivement, c'est une condition préalable et surtout, bien, en fait, le SEJ est là pour répondre à des jeunes pour lesquels, au jour où on va étudier la potentielle contractualisation du SEJ, celui-ci n'a pas de solution et c'est bien la raison pour laquelle on va mettre en place un plan d'action, une contractualisation avec lui. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question et si les les partenaires, peuvent, compléter, mais, c'est déjà la première réponse que je pourrais apporter. Oui, effectivement, sur cette question de la formation, logiquement, un jeune qui est en formation avant d'intégrer le SEJ ne va pas pouvoir intégrer le SEJ. Donc, la situation va plus évoluer, c'est en cours de parcours, hein, où effectivement, et ce sera peut-être les mineurs qui vont être le plus impactés finalement, et encore, pas forcément. Mais on est sur un sujet sur lequel, effectivement, je vous invite pour les partenaires à, vous rapprocher de vos opérateurs Pôle emploi et Mission Locale, hein, pour justement, Ouais. concernant ces jeunes, qu'il y ait vraiment un maillage dans l'accompagnement pour informer au mieux et que ça puisse être bien accompagné, justement. Voilà. OK. Sandrine, il y avait une autre question, alors peut-être que ça va être en lien avec notre sujet suivant sur l'appel à Oui. projet. Je ne sais pas du tout, hein, donc la question, c'était: «Qui doit contacter à la DRETS pour intégrer le dispositif lorsque nous avons des actions d'inclusion NEETs issues de PIC et soutenues par l'État et les collectivités?» Donc c'est une question de madame Lacasse, qui est à la Ligue de l'enseignement. Je ne sais pas si c'est suffisamment explicite, au niveau de cette question ou si on demande des Alors précisions? effectivement, bah, on peut m'adresser un mail, hein, sur ces sujets-là. Nos mails pourront être transmis, je pense, hein, avec le diaporama. Oui. Hem, je ne sais pas quelle est la question derrière, mais peut-être effectivement amener sur, ce sujet qui est, le fait que le SEJ, prévoit également un volet spécifique pour, les jeunes, les plus en difficulté et les jeunes donc qui vont être qualifiés de jeunes en rupture.
Alors, qu'est-ce que le SAIG Jeunes en rupture? C'est le fait de, pouvoir, appréhender, la situation et l'ensemble des difficultés et des freins, qui sont liés, au parcours de ces jeunes, qui, étant en grande difficulté, peuvent se trouver exclus ou en marge de l'offre de l'accompagnement existante. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, hem parmi la caractérisation de ces publics, on a souvent des jeunes qui, ne sont pas connus, sont, considérés et justement je fais le lien avec, les projets, PIC, qui ont pu être financés, projets, expérimentaux, innovants pour apporter des solutions, notamment sur les jeunes, dits, invisibles du service public de l'emploi qui ont été, aussi en rupture avec, les institutions. Donc, ce dispositif se traduit par un appel à projet. Donc, on vous en parle, c'est tout nouveau. Vous avez aussi le lien internet, sur le site de l'adresse qui va vous permettre, d'accéder à l'appel à projet pour les associations qui seraient intéressées à se positionner et cet appel à projet prévoit justement, au-delà, de l'offre de service qu'on vous a détaillée depuis le démarrage de ce webinaire, heu, un temps et une première démarche d'aller vers pour repérer les jeunes en rupture. Ensuite, une démarche, d'accompagnement vers la mission locale, puisqu'ici, l'opérateur pour ces jeunes, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure, jeunes qui rencontrent plusieurs, freins périphériques à l'emploi, c'est l'opérateur mission locale qui est privilégié. Donc une démarche d'accompagnement par, le porteur de projet ou le lauréat qui sera retenu, en vue de l'ouverture du SAIG et de l'insertion socio-professionnelle du jeune. Et ensuite, un co-accompagnement pendant la durée du jeûne qui sera construit avec, la mission locale, en proposant en fait, des actions adaptées à sa situation et qui vont, relever d'une prise en charge plus globale, pour, lever par exemple, et apporter des solutions, spécifiques dans le cadre de ces appels à projets sur, des thématiques comme, celles de la santé, du logement ou de la mobilité, hein. Puisque ce qui fait la spécificité de cet appel à projet, c'est qu'à la fois il y a des financements donc pour le co-accompagnement, heu, réalisé et aussi, des financements spécifiques sur chacune de ces, 3 thématiques de prévues. Donc les incontournables peut-être, de l'appel à projet sur la diapo, suivante, ce sont, effectivement le fait et c'est très important d'insister là-dessus, que l'intervention avec les missions locales pour, le co-accompagnement devra être préalablement construite et formalisée dans la proposition. Les porteurs de projets ont, jusqu'au 1er juillet, hein, ça vient tout juste d'être mis en ligne, ce 3 mai et les porteurs de projets ont jusqu'au, 3 juillet 1er juillet pardon, pour, déposer leur, projet via la plateforme, Mes démarches, simplifiées. Je précise quand même que les missions locales ne sont pas éligibles en tant que porteurs de projet. Heu, Elles restent dans leur, mission effectivement d'offre de services, globale et spécifique du STEJ, mais au titre du droit commun, hein et ce travail-là spécifique d'accompagnement renforcé, sera, travaillé par contre bien en articulation et construite et formalisé dans la proposition des lauréats. Donc ça veut bien dire que les lauréats devront se rapprocher très en amont, hein, pour pouvoir, formaliser, travailler ces partenariats. Ce sont des projets qui sont attendus à l'échelon infrarégional, voire infradépartemental, considérant le maillage territorial des missions locales de la région, puisqu'on va vous présenter aussi une carte et il est, au total, plus de 20 missions locales sur la région des Pays de la Loire. Donc il est important qu'on soit au plus près effectivement, des jeunes, et donc un appel à projets, je le disais, ouvert sur les mois de mai et juin, sachant que les projets pourront être soutenus pour une durée de 2 ans avec une prise en charge possible à hauteur de 100 des dépenses éligibles. Voilà, donc je de toute façon, ça fait le lien peut-être aussi alors par rapport à la question qui était posée sur, voilà, l'idée d'avoir un référent sur
les, les projets d'investissement dans les compétences, puisqu'on s'inscrit bien là dans une logique de continuité des dispositifs PIC par des financements euh, à partir donc de 2022. Et par contre là, adapté et prévu dans le cadre spécifiquement du déploiement du SEJ, puisque les appels à projets qui préexistaient s'inscrivaient plutôt pour amener vers les jeunes, enfin les jeunes invisibles en l'occurrence, ou par exemple on peut aussi citer le PIC 100% inclusion, les amener vers la garantie jeunes ou d'autres dispositifs de droit commun. Voilà, pour la oui? Ouais, alors j'ai vu qu'il y avait une autre question dans le chat. Il y Oui? aura peut-être plein enfin, il y a peut-être plein de questions que se posent les partenaires, hein, sur des situations spécifiques de jeunes et cetera. Peut-être l'idée, ça va aussi être de leur dire, bah, auprès de qui s'adresser pour avoir des réponses. Je vous relaye la question en tout cas. Donc c'est: un jeune qui a intégré l'EPID et qui est inscrit en catégorie 4 peut-il intégrer le SEJ? Je peux tenter une réponse si vous le voulez, cette fois. Oui? À partir du moment où le jeune est déjà en accompagnement avec l'EPID, il est en internat et en accompagnement, donc il est considéré, enfin, il avait un risque élevé d'exclusion professionnelle, mais là, il bénéficie d'un accompagnement de qualité. Et en plus, d'ailleurs, il le disait déjà dans le fil de discussion, il y a une rémunération qui est prévue pour les jeunes qui sont en EPID de 500 € par mois. Honnêtement, que ce jeune reste en accompagnement s'il le souhaite et si l'EPID le souhaite aussi, qu'il reste en accompagnement avec l'EPID. Je ne vois pas pourquoi il quitterait l'EPID pour venir bénéficier d'un accompagnement SEJ, sauf cas particulier que je ne perçois pas là. Voilà. OK, et donc effectivement, sur toutes ces questions que les partenaires peuvent avoir, est-ce qu'on les adresse vers la mission locale, du territoire, vers le pôle emploi, vers l'adresse directement? Qu'est-ce qui peut être, qui pourra renseigner du coup les acteurs? Alors, pour le réseau des missions locales, en fait, on vous invite effectivement si le jeune n'est pas connu pour nous, s'il n'est pas identifié pour les missions locales, bien entendu, il est tout à fait possible de prendre des informations auprès de la mission locale de proximité. On est en capacité de pouvoir vous répondre assez rapidement, particulièrement une fois qu'on aura reçu le jeune. Et bien entendu, Pôle emploi peut aussi répondre. Il n'y a pas de souci en termes d'orientation. Les deux réseaux sont tout à fait en capacité de répondre. Vous l'aurez compris, en fait, le CEJ s'inscrit complètement en fait, aujourd'hui dans une démarche d'accompagnement du jeune. C'est-à-dire que quasiment toutes les solutions peuvent être proposées dans le cadre de cet accompagnement, mais le préalable, c'est qu'effectivement, d'une part, on connaît ce jeune, et puis qu'on puisse l'intégrer dans le CEJ potentiellement avant des démarches. On l'a vu là sur les questions de formation. Idéalement, c'est quand même mieux de pouvoir accompagner le jeune en amont et de pouvoir effectivement définir un parcours avec lui qui potentiellement là pourrait être une formation ou un parcours d'accompagnement tel qu'avec l'EPIC. J'en profite pour indiquer qu'effectivement le réseau des missions locales renforce ses liens avec l'EPIC de Combray pour pouvoir permettre effectivement que cette solution soit aussi proposée aux jeunes. OK. Je vous propose qu'on passe aux slides suivantes. Donc une slide sur justement comment contacter les missions locales. Alors, donc Benoît Drapeau, directeur de la RML, collègue d'Isabelle. 21 missions locales sont réparties sur l'ensemble de la région. Donc, vous avez les couleurs par département avec les contours de chaque structure. Petit point de rappel, donc, les missions locales sont très bien maillées sur l'ensemble du territoire ligérien, parce qu'on a 270 points d'accueil sur l'ensemble du territoire. En clair, un jeune dans un rayon de 12 km peut rencontrer un conseiller, une conseillère de mission locale, donc qui est parmi les 700 professionnels du réseau aujourd'hui. Et puis l'ARML, vous avez deux personnes sur les 7 là, qui sont présentes au webinaire, représentent et animent le réseau et assurent une partie de la formation des professionnels à travers un programme dédié donc, pour monter en compétence les professionnels, surtout sur des dispositifs dits régionaux ou nationaux. Pour nous contacter, le QR code, le site internet qui permet aussi de géolocaliser, c'est-à-dire qu'à partir du site internet et de l'activation sur votre smartphone, on peut identifier la mission locale de proximité. Vous avez nos adresses mail pour plus d'informations si vous souhaitez.
l'ensemble du réseau. Entendu. Et donc, du côté de Pôle emploi. Donc, concernant Pôle emploi, nous avons aussi des agences le plus près possible de chaque personne sur le territoire. Donc, il y a 48 agences de proximité. Donc, vous avez une petite carte pour vous montrer où elles sont. Cela représente plus de 2400 conseillers. Concrètement, pour rentrer en contact avec nous, vous pouvez rentrer dans une agence. Le jeune peut rentrer aussi dans une agence de Pôle emploi sans rendez-vous tous les matins. Sinon, il y a 2 plateformes téléphoniques régionales, une pour les demandeurs d'emploi, le 3949, et une pour les entreprises, les employeurs en général, 3995. Ensuite, il y a aussi à leur disposition tous les services qui sont à distance sur pôle emploi.fr. Vous avez, tous les jeunes peuvent de façon tout à fait autonome soit télécharger des applications mobiles pour pouvoir rentrer pour pouvoir bénéficier de nos services à distance, soit aller directement sur la plateforme. Et sur cette plateforme, il y a aussi des applications dans un espace qui s'appelle emploistore.fr qui regroupe donc tous nos services digitaux de l'emploi et de la formation. Entendu, merci. Alors, une slide pour en finir du coup sur ce webinaire. Vous avez ici le lien donc effectivement dont Sandrine Ferré parlait vers l'appel à projet sur le SEJ. Vous le trouverez sur cette slide. Je vous précise qu'on va vous envoyer dans la journée un mail avec le lien vers le diaporama que vous pourrez télécharger. Vous avez également donc sur cette slide un lien sur la présentation du contrat d'engagement jeune qui est sur la plateforme Un jeune, une solution. Et puis enfin, vous avez également le numéro vert donc de la plateforme téléphonique Choisir mon métier 0800 200 303 où des chargés d'information pourront répondre à vos questions ou aux questions du public sur les métiers, les formations, les dispositifs. Donc voilà, il est possible de contacter ce numéro, le 0800 200 303, donc numéro vert. Voilà par rapport à ces principales informations. Je ne sais pas si du côté des intervenants, vous avez d'autres précisions à apporter. J'espère qu'on a été clair. En 1 heure, on a éclairci, entre guillemets, votre connaissance sur le contrat d'engagement jeune. Est-ce que vous voyez autre chose en complément? Non, a priori. Je trouve d'une précision absolue le respect du timing. Effectivement, il est 12h01. Bravo à vous tous, les intervenants, pour cette tenue du C'était pas timing. entraîné, mais Et puis, merci, merci aux participants. Carrefour aussi. Merci. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Alors, je vous ai envoyé aussi dans le chat le lien vers la page ressources professionnalisation où vous verrez donc le replay des webinaires. Il sera disponible celui-ci dans quelques jours. Et puis, toujours sur la page professionnalisation, donc sur le site Pro Choisir mon métier, vous retrouverez nos autres actions de professionnalisation à venir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Bonne fin de journée à tous et à bientôt.